Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Nous sommes contents de vous voir en si grand nombre. Et aujourd'hui, notre webinaire va couvrir le sujet de comment on peut faire pour développer son offre de sécurité qu'on veut desservir ou donner à nos clients et de quelle façon on est en mesure de le faire avec les produits de sécurité Microsoft. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, merci ceux qui sont joints avec nous ce matin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Fontaine, spécialiste technique, Modern Work et sécurité chez IT Cloud. Alors, regardons de quelle façon on est en mesure justement là, de développer cette offre de sécurité-là avec les clients. L'idée derrière ça, c'est que je veux vous démontrer que oui, c'est possible d'ajouter de façon individuelle des produits de sécurité à une licence de productivité. Et on va prendre comme licence de productivité de base, on va prendre Microsoft 365 Business Standard. Alors, on va faire la démonstration que oui, c'est possible avec cette licence de base-là, cette licence de productivité-là. On est en mesure de venir ajouter Entra ID P1 de façon à ce qu'on soit capable de venir faire des stratégies d'accès conditionnel. Alors, pourquoi on voudrait penser aux stratégies d'accès conditionnel? Ben, c'est dans un cas où on aurait un client qui possiblement se préoccuperait ou réaliserait que peut-être qu'un nom d'usager, un mot de passe, ce n'est peut-être pas assez suffisant justement pour venir protéger l'accès aux ressources. On va regarder aussi Defender for Office 365 en P1. On est capable de venir étendre justement notre protection. Alors, c'est une protection pour les courriels entrants au niveau des pièces jointes et les liens URL, mais on est aussi en mesure de venir étendre cette protection-là à nos plateformes de collaboration, puis on va voir comment faire. On va aussi regarder Defender for Business. Alors, notre antivirus de grade entreprise, qu'on est en mesure de venir, on va dire, augmenter le niveau de protection de base de l'antivirus qui vient avec notre système d'exploitation. Alors ça, c'est l'approche proposée, on va dire, ou l'approche de base, ou des critères de base qu'on retrouve souvent lorsque vous nous appelez ou lorsque vos clients vous contactent, lorsqu'ils veulent augmenter leur niveau de sécurité. On va regarder aussi une approche un petit peu plus avancée où là, on va regarder justement la gestion des appareils avec Intune en version P1 et on va regarder aussi comment on peut faire, comment venir protéger les données aussi avec Information Protection, avec les mécanismes de purview. Alors, puis tout ça, moi, je vais vous faire un wrap-up à la fin, puis on va voir de quelle façon euh, quelle est la meilleure façon d'approcher là, cette question-là d'ajout de composantes de sécurité? Alors oui, comme je mentionnais, on est capable, c'est possible de le faire de façon individuelle, d'ajouter ces composantes de sécurité-là de façon individuelle, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire? Ou, sans voler le punch, est-ce que c'est vraiment la façon la plus économique de le faire? Alors, allons-y sans tarder avec notre webinaire. Alors, justement, un client vous demande, j'utilise Microsoft 365 Business Standard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de protection? Alors, c'est sûr que oui. Les licences 365 sont des licences corporatives. C'est déjà meilleur que nos licences personnelles, que ce soit du Outlook ou du Live ou whatever, là, Hotmail. Mais il reste que, oui, c'est des licences corporatives ou ce que, oui, Microsoft fait une meilleure, on va dire, gestion de la sécurité ou est plus proactif au niveau de la sécurité. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller au-delà de cette protection-là ou de ce niveau de sécurité de base-là? Alors, justement, comme on mentionnait tout à l'heure, le client utilise Microsoft 365 Business Standard et aimerait ça être protégé contre les authentifications non autorisées et aussi ne veut pas être la proie d'un courriel d'hameçonnage ou d'un courriel de rançongiciel, un malware. Alors, à partir de ce moment-là, comme je mentionnais tout à l'heure, oui, c'est possible à notre licence de productivité, avec notre licence de base ici qui est
Microsoft 365 Business Standard. Alors, oui, c'est possible d'ajouter Microsoft Entra IDP1, qui nous offre une gestion sécurisée de l'identité et de l'accès avec les fonctionnalités telles que les stratégies d'accès conditionnel, l'authentification unique et l'authentification multifacteur pour protéger les utilisateurs et les ressources. Tout à l'heure aussi, on parlait justement d'une solution de courriel ou une solution anti-spam. Alors, Microsoft Defender for Office 365 est en mesure de venir nous donner, de nous offrir ce niveau-là de protection contre le hameçonnage, contre les logiciels malveillants ou la compromission des courriels professionnels ou ce qu'on appelle en anglais Business Email Compromise, en sécurisant les courriels, les liens et les pièces jointes. Alors, on va voir de quelle façon on est en mesure de venir mettre en place là, ces mécanismes-là. Et aussi, on parlait de quelle façon on est en mesure de venir augmenter le niveau de protection associé à l'antivirus de l'appareil. Alors, à partir de ce moment-là, oui, on est capable d'ajouter à la pièce Microsoft Defender for Business à notre antivirus de base qui vient déjà avec notre système d'exploitation. Alors, commençons par regarder entre idées comment faire pour nous protéger en utilisant ces fameuses stratégies d'accès conditionnel-là. Alors, le client pourrait vous demander, j'utilise déjà un mot de passe complexe, pourquoi est-ce que je devrais utiliser des stratégies d'accès conditionnel? Est-ce que c'est vraiment nécessaire, oui ou non, d'utiliser des stratégies d'accès conditionnel? Alors, l'idée derrière ça, c'est justement être en mesure de venir se protéger, de venir limiter qui est en mesure de venir s'authentifier ou venir demander à avoir accès aux ressources seulement qu'en utilisant un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe. De quelle façon je suis en mesure de venir restreindre l'accès à mes ressources au-delà de seulement le nom d'utilisateur et du mot de passe. Alors, pour ce faire, on le fait à travers les stratégies d'accès conditionnel. C'est à partir de ce moment-là, on est en mesure, dans ce cas-ci, on parlait justement d'un pays. Je serais en mesure de venir restreindre l'accès à mes ressources seulement qu'à partir d'adresses IP, dans cet exemple-là, qui seraient des adresses IP enregistrées au Canada. Alors, c'est déjà un bon début parce que par défaut, il faut réaliser que toute demande d'authentification va être acceptée au niveau de 365, peu importe la provenance de cette demande d'authentification-là. Et de base, on va seulement utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe pour donner accès aux utilisateurs, aux ressources de l'organisation. Alors, l'idée derrière ça, c'est de justement utiliser des stratégies d'accès conditionnel, non seulement pour venir établir un niveau de prérequis qui est au minimum le MFA, mais comme je mentionnais, on est capable de le restreindre par adresse IP. Ici, dans notre exemple, on parlait d'adresse IP provenant du Canada, mais ça pourrait être d'autres adresses IP, ça pourrait être à la limite aussi l'adresse IP seulement qui vous est rendu au bureau, l'adresse IP publique qui vous est donnée par le fournisseur de services Internet aussi, parce qu'on est en mesure justement de venir contrôler adresse par adresse aussi, si on veut, de façon granulaire, à qui on donne accès aux ressources de l'organisation. Puis ça nous permet aussi d'activer un service, le Self-Service Password Reset, ou le service de réinitialisation du mot de passe en libre service. Alors, à partir de ce moment-là, les usagers eux-mêmes sont en mesure de venir changer leur propre mot de passe. Et là où c'est vraiment intéressant, ce mécanisme-là, on va le voir plus loin, c'est quand on a justement une approche hybride au niveau de notre infrastructure. Alors, nos stratégies d'accès conditionnel, c'est vraiment ce on appelle des politiques adaptives, dans le sens qu'on est capable de les adapter à nos besoins. C'est sûr que notre réalité d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas notre réalité de demain, ou si on décide à un certain moment donné aussi euh, de changer notre approche ou de changer de quelle façon on autorise les accès à nos ressources. Alors, les stratégies d'accès conditionnel sont vraiment idéales à ça, justement. Ça nous permet de venir adapter de façon granulaire, de venir personnaliser de quelle façon on veut contrôler l'accès à nos ressources.
C'est sûr que quand on parle d'authentification multifacteur, on pourrait activer, si on veut, les valeurs par défaut de sécurité ou les security defaults, chose qu'on est déjà capable de faire de base avec notre licence Business Standard sans nécessairement acheter d'autres licences de sécurité additionnelles. Par contre, la problématique avec ça, c'est que on y va avec les réglages de base ou les réglages qui sont appliqués pour nous par Microsoft. On n'est pas en mesure de venir personnaliser ou de contrôler de la façon on vient appliquer ces restrictions-là ou ces conditions-là en temps réel. Alors, c'est pour ça qu'on vient parler justement de nos stratégies d'accès conditionnel. Il y en a parmi d'entre vous qui vont aussi contrôler l'authentification multifacteur par utilisateur. La problématique avec ça, c'est que ça demande plus de gestion du fait que à chaque fois qu'un utilisateur se rajoute à l'organisation, il ne faut pas oublier d'aller configurer de façon manuelle, de façon individuelle, l'authentification multifacteur pour cet utilisateur-là. Alors, l'idée derrière nos stratégies d'accès conditionnel, c'est qu'on est en mesure justement de, dépendamment qui est l'usager et dépendamment à partir de quel endroit il demande d'être authentifié, d'avoir accès aux ressources, bien, à partir de ce moment-là, on est capable de personnaliser ces paramètres-là. On est aussi en mesure de venir personnaliser à partir de quel appareil on lui donne accès, parce que l'idée derrière ça, on serait en mesure au niveau des applications de dire si tu es tel usager, mettons, à partir de telle adresse IP ou à partir de tel type d'appareil, si tu n'utilises pas ton portable, si tu utilises un appareil mobile tel que ton téléphone, ben moi, je choisis de ne pas te donner, mettons, accès à OneDrive ou SharePoint. Je vais te donner seulement accès à ton courriel. Alors, on est vraiment capable là, de venir personnaliser ces paramètres-là. On est capable de venir décider de quelle façon ou quels sont nos niveaux d'autorisation qui sont permis pour avoir accès à nos ressources. Puis on dit justement des conditions en temps réel parce qu'on vient évaluer en temps réel qui est l'usager, à partir de quel emplacement il demande d'avoir accès aux ressources, à partir de quelle application, et je suis en mesure de venir contrôler à quelle application je lui donne accès. Alors, c'est vraiment une très belle façon de venir établir de la sécurité, mais comme je mentionnais, de plutôt venir personnaliser l'accès aux ressources. Alors à ça, comme je mentionnais tout à l'heure, là où ça devient très intéressant, les stratégies d'accès conditionnel, c'est dans un monde aussi, si on est exclusivement cloud, mais il ne faut pas oublier qu'on a certains clients qui sont en mode hybride aussi, qui ont encore un réseau local, encore un réseau Active Directory. Alors, à partir de ce moment-là, oui, c'est pratique de venir synchroniser les identités pour les usagers, justement, pour qu'il y ait seulement qu'une identité à utiliser au bureau ou bien à partir de la route quand ils veulent accéder à des ressources cloud. Ici, on voit les différents types là, de synchronisation. On synchronise le mot de passe dans le cloud de façon à si le contrôleur de domaine local flanche, bien à ce moment-là, les gens sont tout de même capables de venir s'authentifier et d'avoir accès aux ressources cloud. Ça, c'est le password hash, le PHS. Par contre, en mode PTA, Pass-Through Authentication ou authentification directe, dans ce cas-là, le contrôleur de domaine, par contre, est toujours celui qui autorise l'accès non seulement aux ressources locales, mais aussi aux ressources cloud. Alors, dans ce cas-là, par contre, ça peut être problématique pour certains clients que si le contrôleur de domaine flanche, ben, de base, on n'a pas accès aux ressources cloud, mais on est capable tout de même s'il a flanché ou il est déjà pas fonctionnel, là, suite à une mise à jour, une question de quincaillerie quelconque, on est en mesure de faire un fallback vers le PHS. Fait on est quand même capable de, si à la base on utilise ce mécanisme-là, de faire un fallback, de retomber en mode secondaire sur ce mode-là et de tout de même temporairement
si on voudrait, laisser l'accès direct aux ressources cloud. Là, c'est sûr que pour le faire, par contre, il y a une petite gymnastique qu'il faut faire au niveau de la config et au niveau des mots de passe, mais c'est toujours possible. Et lorsque notre contrôleur de domaine revient à la normale, et à partir de ce moment-là, on retourne dans notre mode d'authentification directe. L'idée derrière l'authentification directe, c'est que vous pourriez avoir des clients qui, pour eux, sont très sensibles et ne voudraient même pas avoir de copie de mots de passe chiffrés de leurs usagers dans le cloud. Alors, c'est vraiment cette méthode-là, l'authentification directe, qui nous permet de faire ça. Et par la suite, on va parler d'authentification fédérée. Ça, c'est quand c'est des gros clients ou qui ont des besoins très, très spécifiques au niveau de l'authentification, où ils utilisent déjà d'autres mécanismes là, de validation de l'identité pour leurs usagers. À ce moment-là, on tomberait dans ce modèle-là d'authentification fédérée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande beaucoup de quincaillerie. Idéalement, on ferait une configuration derrière un pare-feu avec une DMZ parce que notre front-end, le serveur qui fait face du côté public à ce moment-là, ben lui, on le protégerait, on le mettrait dans une DMZ. Et ce serveur-là, lui, aurait accès à un serveur qui gérerait les demandes d'authentification à l'interne. Et on aurait un troisième serveur dans lequel il y aurait la base de données avec justement les identifiants des usagers. Alors, de base, c'est 3 serveurs, puis dans un monde idéal, ben, on mettrait de la redondance à tout ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, on se retrouve avec 6 serveurs. Alors, c'est vraiment rare qu'on va retrouver ces scénarios-là d'authentification fédérée. Mais l'idée derrière ça, c'est que c'est vraiment ces modes de synchronisation-là d'identité qui nous permettent euh, de donner aux usagers une expérience, quelque chose de plus fluide ou plus friendly, de plus convivial à utiliser les ressources locales et les ressources cloud, car ils ont un identifiant à ce moment-là à gérer ou à se rappeler. Comme on mentionnait, par contre, avec Entra et DP1, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? C'est justement ça, c'est de venir configurer le service de réinitialisation de mots de passe en libre service. Alors, l'idée derrière ça, c'est comme je mentionnais tout à l'heure, les usagers, à partir de ce moment-là, sont en mesure eux-mêmes de venir changer leur propre mot de passe. Là où ça devient intéressant, c'est que il faut sensibiliser les gens de ne pas utiliser à la rigueur leur identifiant corporatif comme identifiant sur des plateformes de tierces parties. Même si on leur dit, on ne se le cachera pas, on sait que les usagers vont tout de même le faire. Alors, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? Si on utilise justement rien qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe, ben à partir du moment où cette identité-là a été compromise, ben tout individuel ou toute personne ou service qui détient justement le nom d'utilisateur et le mot de passe a accès directement à nos ressources organisationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que des usagers qui auraient un remords de conscience ou un usager qui pense que son identité a été compromise, alors à ce moment-là, est capable lui-même de venir changer son mot de passe lorsqu'il n'est pas au bureau ou lorsque le TI, les services de TI ne sont pas disponibles à lui à répondre à sa demande. Telle que la soir ou la fin de semaine ou pendant une journée de congé, par contre, ou quelconque. Alors, à partir de ce moment-là, l'utilisateur est capable de changer son mot de passe cloud à partir du cloud, mais pour ceux qui sont en mode hybride et qui ont Entra Connect, on est capable aussi de configurer le service, le SSPR, notre service de réinitialisation du mot de passe en libre service. On est capable de le configurer pour être justement qu'il soit en mesure de venir faire une réécriture sur site ou un password write back. Alors, l'utilisateur qui penserait que son mot de passe a été compromis d'une façon quelconque, ben, il n'est pas obligé de retourner au bureau et de faire
son changement de mot de passe à partir de son poste de travail ou attendre que les TI soient disponibles s'il est chez lui le soir ou les fins de semaine quand c'est pas possible. Alors, à partir, il est en mesure de le faire lui-même à partir du cloud, protéger de base tout de suite son identité cloud, mais aussi il est capable immédiatement de protéger son identité locale. Et l'idée derrière ça, c'est que vu que nos identités sont synchronisées, les identités locales et cloud, lorsqu'il revient au bureau, il est en mesure d'utiliser tout de suite ce nouveau mot de passe-là quand il envoie une demande d'authentification à partir de son poste de travail. Regardons maintenant qu'est-ce que offre Defender for Office 365 au niveau justement d'une solution anti-spam de courriel entrant. Encore là, le client peut vous dire, ben garde, j'utilise Business Standard, c'est déjà une licence corporative, il n'y a pas déjà une protection mieux que mon compte de courriel personnel. Oui, c'est vrai, mais même à ça, je serais en mesure d'aller au-delà de ça, de cette protection-là par défaut qui vient avec Exchange Online Protection, justement, avec notre Defender for Office 365 P1. Alors, l'idée derrière ça, c'est qu'on vient se protéger contre nos fameux emails de phishing. Parce qu'on le sait, comme je mentionnais tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive si un usager, sans le réaliser dans un cas de phishing, vient entrer son identifiant, son nom d'utilisateur et son mot de passe sur une plateforme ou une fenêtre d'authentification qui ressemble de façon très proche à celle de l'organisation ou celle par défaut de Microsoft 365, l'usager ne porte pas attention et ne regarde pas nécessairement en détail pour voir si cette boîte-là d'authentification, cette boîte de login-là est vraiment celle qui est la login authentique de Microsoft. Il ne porte pas attention, il rentre son nom d'utilisateur et son mot de passe, et à partir de ce moment-là, son identité est compromise. Alors, l'idée derrière Defender for Office 365, c'est qu'on vient établir un niveau de protection qu'on appelle un niveau de protection Zero Day. Alors, qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? C'est que chaque lien URL et chaque pièce jointe vont être validés par Microsoft avant qu'elles soient rendues disponibles à l'utilisateur comme tel. Alors, on est en mesure justement de venir protéger de façon plus active que seulement qu'à partir de listes de menaces connues, que ce soit de listes au niveau des pièces jointes, au niveau des liens URL, des choses qui sont connues à ce moment-là dans le temps. Alors, avec Defender for Office 365, on serait en mesure justement de venir valider en temps réel cette menace-là potentielle ou venir regarder le contenu d'une pièce jointe ou venir examiner un lien URL. Parce que qu'est-ce qui arrive par défaut lorsqu'on reçoit un courriel dans 365 et on utiliserait dans notre cas de figure ici notre licence de productivité Business Standard, qui, oui, on est protégé avec Exchange Online Protection, notre protection qui est offerte à tous utilisateurs de base dans 365, c'est que cette protection-là, par contre, oui, fonctionne à des multiniveaux à l'intérieur de Microsoft, mais seulement selon les menaces connues à ce moment-là dans le temps. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le courriel provient de quelqu'un qui nous envoie un courriel, est reçu dans l'environnement 365 et soumis à l'examination du service Exchange Online Protection Plan 1. Alors, si on a seulement que ce service-là, on a seulement que cette option-là qui nous est rendue disponible à nous. Et lorsque Microsoft émet un verdict, décide que oui, le courriel ne contient rien de néfaste, que ce soit au niveau des liens URL ou du contenu des pièces jointes. Et à partir de ce moment-là, le courriel nous est remis et nous est rendu disponible dans notre boîte à courriel. Par contre, si on utilise Defender for Office 365 de base, on va dire en mode P1, à partir de ce moment-là, on est capable de venir justement valider nos pièces jointes avec pièces jointes fiables ou Safe Attachments en anglais. Alors, qu'est-ce que Microsoft va faire à partir de ce moment-là? Oui, on va déjà avoir
passer à travers le premier stade, qui était Exchange Online Protection. Alors, selon les listes connues de pièces jointes, cette liste-là est reconnue comme ne contenant pas de contenu néfaste. Alors, à partir de ce moment-là, on va la traiter une deuxième fois en vertu de son contenu. On va venir regarder de façon active à l'intérieur de la pièce jointe son contenu. Alors, ce que Microsoft fait à partir de ce moment-là, vient faire ce qu'on appelle une détonation. On vient regarder dans un sandbox virtuel dans le cloud, dans une machine Windows, on vient regarder justement le contenu de la pièce jointe pour voir est-ce qu'il n'y a rien de néfaste là-dedans. Et encore là, à partir de ce moment-là, Microsoft vient émettre un verdict. S'il trouve qu'il y a quelque chose de louche à l'intérieur de cette pièce jointe-là, ben, il va la mettre à la corbeille et il ne la rendra pas disponible à l'usager. Par contre, on va créer une autre pièce jointe avec un petit message indiquant à l'usager justement que la pièce jointe qui était contenue originalement dans ce courriel-là, ben, elle y avait du contenu néfaste et elle n'a pas été rendue disponible. Et on va faire la même chose au niveau ici de notre option 3 maintenant, au niveau de nos liens URL Safe Links ou liens fiables. Alors, Microsoft, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir réécrire le lien URL temporairement. Et on va le voir là, pour ceux qui ont déjà peut-être vu quelqu'un qui utilisait ce niveau de protection-là, ou lorsqu'il l'active, vous allez vous en rendre compte. Lorsqu'un usager clique sur un lien URL, ce qu'on voit en haut de l'écran, c'est un autre lien URL complètement différent. Et pendant ce temps-là, un petit délai de 1 à 2, peut-être 3 secondes, c'est quelques secondes en vérité, là, Microsoft vient valider à l'autre bout le site web distant pour voir si qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cette page web-là, de ce contenu-là. Est-ce que c'est vraiment un site qui contient rien de néfaste à ce à quoi on voudrait justement le rendre disponible, le rendre accessible pour l'usager. Et à partir de ce moment-là, lorsque Microsoft en est rendu ce verdict-là, lorsqu'il décide de le rendre disponible à l'usager, ben là, quand on regarde dans le furteur de l'usager, là, on va voir au niveau du lien URL, dans le furteur comme tel, où là, le nom change et on voit finalement apparaître le vrai nom du lien URL parce qu'on a décidé que ce site web-là distant était réputable et oui, on donne accès au site web à l'usager comme tel. Alors, c'est vraiment une protection dynamique qui est rendue disponible justement à nos usagers lorsqu'on utilise Defender for Office 365 P1. Regardons maintenant avec notre approche voulue, là, parce qu'on se souvient là, de notre scénario au début, là, le client voulait de contrôler ses accès non seulement par nom d'usager et de mot de passe. Alors à ce moment-là, on parlait de stratégie d'accès conditionnel. Et il était sensible aussi à se protéger au niveau du phishing aussi avec les courriels. Alors c'est pour ça qu'on parlait de Defender for Office 365 P1. Mais aussi, on pourrait penser à augmenter justement l'antivirus qui vient avec le système d'exploitation. Et on pourrait se demander, ou le client pourrait vous demander justement, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en ajouter un autre? Dans les faits, ce qu'on fait lorsqu'on active Defender for Business ou lorsqu'on achèterait des licences Defender for Business et qu'on les provisionnerait et qu'on les associerait à des comptes d'utilisateurs à l'intérieur de notre environnement 365, c'est ce qui arrive à partir de ce moment-là, c'est qu'on n'ajoute pas vraiment un antivirus additionnel à notre poste de travail. C'est qu'on vient activer des fonctionnalités qui étaient déjà existantes, mais qui étaient dormantes au niveau du poste de travail, au niveau du système d'exploitation comme tel. Alors, à partir de ce moment-là, c'est qu'on vient vraiment augmenter notre niveau là, de protection au niveau de l'antivirus. Puis je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu là, de quelle façon ça travaille, là, cet antivirus-là, de type entreprise. Alors, à partir de ce moment-là, l'idée justement derrière ça, c'est que on a vraiment une meilleure protection au niveau de notre antivirus avec Defender for Business. Alors, Defender for Business, qu'est-ce que c'est? C'est que ça vient avec une gestion des vulnérabilités. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous donner un portrait à l'intérieur de Defender
Ça va venir de façon dynamique examiner les applications sur le poste, les applications autres que ceux qui venaient avec le poste de travail ou le système d'exploitation de base. Alors, on est en mesure, à partir de ce moment-là, de venir répertorier toutes les applications qui sont installées, qui sont actives sur le poste comme tel. Et Microsoft, selon les listes de CVE, Critical Vulnerabilities and Exposures, alors est capable d'aller voir sur le web est-ce qu'il n'y a pas des applications ou une version d'une certaine application que vous utilisez sur vos postes de travail? Est-ce qu'il n'y aurait pas une mise à jour qu'on devrait penser à faire au niveau de cette application-là comme telle? Alors, Microsoft vient établir un tableau de bord au niveau de ces applications-là, ou plutôt au niveau des versions des différentes applications qui sont installées sur les postes de travail, et vient nous émettre des recommandations, justement, ou lequel il faudrait penser à les mettre à jour justement pour venir fermer des portes, justement parce que certaines de ces applications-là pourraient avoir des vulnérabilités. Aussi, on parle de la réduction de la surface d'attaque. Alors, à partir de ce moment-là, avec Defender for Business, on est capable de venir personnaliser le comportement des applications aussi, ou de quelle façon on permet les interactions avec le poste de travail, avec les stratégies de réduction de surface d'attaque. Alors, à partir de ce moment-là, on pourra même décider que tout ce qui est tout ce qui est du contenu non signé, je ne permets pas qu'il soit exécuté, mettons, sur mon appareil. Alors, on est vraiment encore là, on est capable de venir fermer d'autres portes additionnelles, justement, au niveau de la sécurité. Parce que l'idée, justement, avec ça, c'est que on voit dans ce cas ici, ce cas de figure-là, je vous dirais trois demandes de sécurité de base qu'on entend souvent parler ou des réflexions dont les clients ont. Ils sont connaissants de ces problématiques-là de sécurité et souvent, justement, c'est ces trois approches de base que les clients ils connaissent justement et voudraient voir de quelle façon ils seraient en mesure de venir se protéger. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé un peu ce scénario-là. Et justement, à travers ça, l'idée, c'est qu'on vient établir une sécurité par couche, une sécurité multicouche. C'est qu'on vient fermer des portes où on essaie de venir fermer les portes au niveau de notre gestion, au niveau des identités. On vient fermer des portes au niveau de la sécurité, au niveau des portes d'entrée qui pourraient être possibles à travers le courriel, mais aussi dans ce cas-là, on le regarde au niveau de l'antivirus. Alors aussi, on parle de protection de nouvelle génération. Alors, c'est vraiment moi je vous dirais, une protection antivirus, justement, qui est capable d'apprendre au niveau des comportements, au niveau de qu'est-ce qui se passe sur la plateforme comme telle. Et aussi, Defender for Business contient un EDR ou un Endpoint Detection and Response ou détection et réponse des points de terminaison. Alors, un mécanisme, justement, proactif, un mécanisme dynamique qui est capable de venir s'enclencher de façon automatique, dépendamment du comportement de différents comportements individuels que lui est capable de venir analyser de façon globale et voir si chacun de ces comportements-là ne sont pas des comportements qui essayent de s'enchaîner un et l'autre à la suite pour éventuellement, justement, venir mener à une attaque potentielle. On a aussi des stratégies là, de AIR, Automatic Investigation and Response, ou investigation et réponse automatique. Je serais capable de venir aussi moi-même automatiser certaines réponses à certains comportements au niveau de l'antivirus. Il pourra avoir certaines choses que moi, je décide de ne pas tolérer à l'intérieur de mon environnement. Certaines choses certains comportements qui produisent des alertes, mais que pour Microsoft, il le laisse encore actif parce qu'il considère seulement une alerte. C'est pas encore assez sévère pour certains des mécanismes pour venir s'enclencher, là, on va dire, de façon automatique, mais vous pourriez vous-même décider de venir configurer justement certaines règles pour que ces mécanismes-là, cet automatisme-là embarque. On parle aussi d'intégration administration simplifiée.
Ce qu'on veut dire par ça, c'est que ça devient encore une autre solution de sécurité qu'on vient intégrer à notre environnement présent. On n'est pas obligé d'acheter une autre solution additionnelle d'un autre fournisseur qu'on doit configurer d'une certaine façon à partir d'un autre portail différent sur lequel on doit former notre personnel. C'est à partir de ce moment-là, c'est un autre mécanisme de sécurité comme les deux autres tout à l'heure, l'Entra ID P1 qui nous permet de faire nos accès conditionnels et aussi comme Defender for Office 365 P1 qui nous permet de faire, d'augmenter notre niveau de protection anti-spam. Encore là, dans ce cas-ci, on parle de l'antivirus, mais c'est encore un autre mécanisme de sécurité qui vient s'intégrer déjà à notre environnement et qu'on est en mesure de venir gérer à partir du même environnement, justement. On parle aussi API intégration. Oui, c'est possible pour ceux qui voudraient justement analyser ce qui est recueilli à l'intérieur du service. Vous seriez capable, à la limite, d'analyser ce contenu-là sur une autre plateforme externe aussi, si vous voudriez. Alors, vous êtes capable de venir chercher les logs et d'aller les analyser à partir d'une autre plateforme aussi, si vous voudriez. Alors, il ne faut pas oublier que justement, la beauté de Defender for Business, c'est que c'est une solution multiplateforme parce que justement, on est capable de l'intégrer pas seulement à nos appareils Windows, mais on est capable aussi de l'utiliser sur des appareils macOS. On est capable aussi de l'utiliser sur des appareils mobiles, que ce soit des appareils Android ou Apple. On est capable aussi de l'appliquer, il ne faut pas oublier, sur nos appareils virtuels, hein, parce que oui, pour ceux qui utiliseraient Azure, on est en mesure aussi de venir l'intégrer à nos machines Windows dans Azure Virtual Desktop ou dans nos appareils Windows 365. Alors, il ne faut jamais oublier que Defender for Business dans ce cas-là, parce qu'on va parler plus d'appareils, mais il ne faut pas oublier que on n'est pas seulement limité à des appareils physiques, mais on est capable de l'utiliser aussi sur des appareils virtuels dans le cloud. Alors, regardons un petit peu plus notre approche que j'ai nommée plus avancée. C'est sûr que là, tout à l'heure, depuis le début, on regardait là, ces trois approches-là, qu'on va dire peut-être plus de base, là, qui vous ont souvent demandé par les clients, bon, de quelle façon je pourrais m'assurer de limiter l'accès au-delà seulement que l'utilisation d'un nom d'utilisateur et un mot de passe. De quelle façon je pourrais avoir une solution anti-spam aussi que je pourrais utiliser et aussi, comme on vient de le voir, augmenter le niveau de l'antivirus sur mes postes de travail. Alors, c'est sûr qu'on a vu trois produits Microsoft, encore là, qui viennent s'intégrer à notre environnement, mais vous pourriez avoir aussi un client qui vous demanderait, qui est peut-être un petit peu plus sensible ou qui a fait un petit peu plus de recherche et qui voudrait justement commencer à penser à faire une gestion des appareils. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion des appareils? On va le voir un petit peu en détail, là, justement, dans nos exemples. Parce qu'il faut se dire que si quelqu'un vous dit, ouais, mais la gestion d'appareils, là, c'est pas seulement juste les avoir en inventaire, ben non, c'est pas vraiment ça, là, une vraie gestion d'appareils. Alors, pourquoi utiliser Intune? C'est que oui, à la limite, on serait capable d'ajouter aussi, d'acheter des licences Intune en plan 1, version plan 1, qu'on serait capable de venir intégrer à notre environnement 365 aussi. Et on va voir tout à l'heure, là, en conclusion, ça serait quoi vraiment la meilleure approche là, quand on commence à ajouter plus qu'une, deux, trois, quatre. Là, on est rendu un quatrième volet de sécurité. Et on va voir tout à l'heure, c'est quoi vraiment la meilleure approche, de quelle façon on devrait regarder ça dans un sens, mais aussi la réalité aussi là, de qu'est-ce que ça veut dire au niveau de frais d'opération aussi sur une année, là? Alors, l'idée derrière ça, encore là, c'est que c'est une solution de gestion d'appareils qu'on est en mesure justement de venir intégrer parce que c'est déjà une solution Microsoft
qui est déjà développé pour Microsoft et qui s'intègre à Microsoft et qui nous permet d'ajouter d'autres fonctionnalités additionnelles déjà à notre environnement présent. Alors, encore là, ça ressemble beaucoup, vous allez me dire, à Defender for Business, qui était multiplateforme. Et oui, Intune est multiplateforme parce qu'on est capable justement de l'avoir aussi en mode co-géré pour ceux qui utiliseraient ou qui auraient des clients avec un plus gros environnement, on va dire, on-prem, qui utiliserait, mettons, SCCM. Alors oui, je serais capable de l'intégrer aussi à ça pour dire que mon SCCM, c'est pour mes appareils, mes appareils de bureau ou mes portables, et Intune, je l'utiliserais, mettons, pour mes appareils mobiles. Mais sachez que Intune, c'est pas seulement pour des appareils mobiles, parce qu'on voit à l'intérieur de la console Intune, là, on voit la gestion MDM ou Microsoft voyons, Mobile Device Management. Mais dans les faits, il ne faut pas se tromper avec le mot mobile, là. Mais dans les faits, on est capable de gérer tous les appareils avec Intune, que ce soit nos portables ou nos appareils de bureau aussi. Et encore là, ça devient une solution qui est entièrement gérée par le cloud. Et on est en mesure aussi de venir gérer les appareils Windows, les appareils Apple, nos macOS sur nos portables Mac ou nos iMac. On est capable de venir gérer nos appareils mobiles iOS, Android, et on est aussi à la limite venir capable de gérer des appareils Linux. Et on parle d'appareils corporatifs, des appareils qui appartiennent à l'organisation, mais ça pourrait aussi des appareils personnels qui sont utilisés par les utilisateurs de l'organisation. Alors justement, où ça devient intéressant, cette gestion-là d'appareils personnels, c'est que non seulement j'ai le contrôle total, on va dire, avec Intune sur un appareil corporatif, que je suis vraiment capable de venir contrôler quelles applications sont déployées sur l'appareil et quelles informations sont contenues à l'intérieur de cet appareil-là. Et à la limite, je suis capable de venir effacer l'appareil au complet si c'est un appareil de l'organisation. Mais lorsque c'est un appareil personnel, ce qui est vraiment génial à ça, c'est qu'on est capable de venir décider que à partir du moment où cet appareil personnel-là utilise nos applications corporatives, je suis en mesure justement de décider de quelle façon les informations corporatives vont être stockées. Et j'ai le contrôle aussi sur l'appareil si l'employé quitte l'organisation, dans le sens que lorsqu'il va quitter l'organisation, à la limite, c'est sûr qu'on va radier son compte ou minimum, on va changer son mot de passe. Et là, à partir de ce moment-là, l'utilisateur ne devrait plus avoir accès aux applications de l'organisation, mais je serai aussi en mesure d'aller effacer tout ce qui est application et information corporative sur l'appareil personnel de l'utilisateur aussi. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Notre Intune, justement, c'est pas vraiment, comme je mentionnais, pour les appareils mobiles. Oui, là, j'ai un cas de figure avec un appareil mobile, mais c'est vraiment aussi applicable aux appareils de bureau puis aux appareils personnels aussi. Alors encore là, dans notre approche plus avancée, on pourrait regarder aussi de quelle façon on est capable de venir protéger l'information avec Information Protection, mais comment je serais en mesure de venir utiliser les mécanismes de purview tel que je contrôle de façon étroite mes mots de passe, puis l'accès à mes ressources, là, regarde, je suis assez sévère là, dans ma structure de mots de passe, puis je m'assure que, mettons, par exemple, sur mes sites SharePoint, c'est seulement vraiment mes utilisateurs de l'organisation, puis mes gens, je ne leur permets pas là, d'aller ajouter ou d'ajouter des utilisateurs sur des sites SharePoint ou de créer des liens anonymes. Est-ce que j'ai vraiment besoin ou je devrais considérer de quelle façon je pourrais protéger de façon additionnelle mon information? Alors, c'est sûr qu'à la limite de base, on pense toujours à la menace externe, hein, qui est à l'extérieur de l'organisation, qui veut accéder à nos joyaux, à qu'est-ce qui est le plus important au niveau de l'organisation, ben c'est nos informations corporatives qui sont contenues, mettons, à l'intérieur de courriel ou, comme je mentionnais tout à l'heure, à partir de OneDrive ou de SharePoint, des informations qui seraient partagées à l'extérieur. Alors, à partir de ce moment-là,
on ne pense plus nécessairement seulement à une menace qui existe à l'externe, mais ma menace, c'est vraiment à partir de ce moment-là, à la limite aussi, ça pourrait être une menace qui existe à partir de l'interne. Parce que oui, c'est possible pour un employé de base de prendre une copie d'un fichier et d'en garder une copie sur une clé USB personnelle, par exemple. Et qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? Même si c'est sur un serveur de fichiers, il faut se souvenir que nos protections là, NTFS sur le serveur ils existent vraiment seulement sur le serveur au niveau du système de fichiers du serveur. À partir du moment où on prend une copie d'un document et on la regarde ou on la copie ou on la rend disponible, on a une copie de sauvegarde ailleurs sur un autre appareil, bien, le contenu de ce document-là, il va toujours être accessible pour tous les temps, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là pour se protéger contre ça? C'est qu'on peut utiliser justement des étiquettes de confidentialité à l'intérieur des stratégies contre la perte de données à l'intérieur de Purview. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que oui, même si l'employé, pendant son statut comme employé, oui, au jour le jour, avait accès, mettons, aux documents, en a pris une copie et sur une clé USB personnelle, mais maintenant, l'employé ne fait plus partie de l'organisation. Alors, pareil comme dans notre autre exemple tout à l'heure, là, oui, c'est sûr que l'employé quitte l'organisation, on radie on radie son compte et où, à la limite, on change son mot de passe, mais à partir de ce moment-là, n'a plus accès aux ressources de l'organisation, ben, ça va être la même chose pour ce document-là sur lequel on avait appliqué justement une stratégie contre la perte de données. Parce que à chaque fois, lorsqu'il était à l'emploi, l'employé ne s'en rendait pas compte, mais lorsqu'il voulait accéder à ce document-là, il devait s'authentifier au niveau de l'organisation à chaque fois qu'il demandait d'avoir accès au contenu de ce document-là. Alors, c'est la même chose, même lorsqu'il va avoir quitté, lorsqu'il va vouloir avoir accès au contenu de ce document-là, il devra s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe à l'organisation. Mais devinez quoi? Et à la limite, il n'y a plus de compte d'utilisateur ou oui, encore un compte d'utilisateur, mais nous, on a changé le mot de passe et à partir de ce moment-là, ben, le mot de passe est inconnu par l'utilisateur. Alors, à partir de ce moment-là, oui, même si l'individu a encore une copie du contenu comme tel, mais au moins, il n'a plus accès il y a encore le document à sa possession, excusez ce que je voulais dire, mais il n'a plus accès au contenu, les informations de l'organisation qui sont contenues à l'intérieur euh, de- du document comme tel. Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure aussi de faire de façon très facile sans nécessairement passer par euh, une stratégie, là, une taxonomie, là, établir différentes étiquettes de confidentialité et décider quelles étiquettes s'appliquent à quel document et à quel usager. Ce qu'on est capable de faire rapidement, juste à avoir Information Protection d'activer à l'intérieur d'un environnement 365, c'est qu'on est déjà capable d'envoyer des courriels chiffrés. Alors, à partir de ce moment-là, tout utilisateur est capable de chiffrer un courriel à son envoi. Ou ce qu'on est capable de faire aussi, c'est qu'on est déjà capable de créer une stratégie contre la perte d'information et dire que je veux créer une stratégie contre la perte d'information et toute information financière, toute information canadienne, que ce soit d'informations personnelles aussi, que ce soit un numéro de carte d'assurance maladie, un numéro de permis de conduire, je suis capable, avec 3 ou 4 clics, là, de configurer une stratégie contre la perte de données. Et très facilement, à partir de ce moment-là, je suis capable d'immédiatement, justement, ne pas permettre ce type d'informations-là qui soit transmise, qui soit accessible par des gens à l'extérieur de l'organisation. Alors, c'est vraiment des choses de base qui sont faciles à faire rapidement pour se rendre éventuellement, oui, à la stratégie où on utiliserait des étiquettes de confidentialité. Mais on est déjà capable, lorsque ce mécanisme-là, lorsqu'Information Protection est présent à l'intérieur d'un environnement,
Et c'est sûr que là, il faut que les utilisateurs aient les bonnes licences d'assigner à eux, là. Mais c'est deux choses qu'on est capable de faire très facilement. Une ne demande aucune configuration. L'autre demande une configuration très, très minime. Là, c'est juste de créer notre stratégie là, contre la perte de données et de dire que lorsque quelqu'un veut partager avec quelqu'un à l'extérieur de l'organisation et que c'est ces types d'informations-là, les types d'informations sensibles, les informations financières ou personnelles canadiennes, bouf, je ne le permets pas. Alors, c'est vraiment, vraiment facile à faire de base. Alors, comme je vous mentionnais depuis le début, regardons maintenant l'aspect de comparaison. Est-ce que notre scénario où on voulait protéger l'accès aux ressources en se préoccupant de l'identité, en se préoccupant du courriel et en se préoccupant de l'antivirus, est-ce que ces trois, on va dire, ces trois préoccupations-là de base, c'est trois très bonnes préoccupations de base, mais qu'est-ce qui arrive dans la vérité quand j'utilise cette approche-là ou quand j'ajoute ces mécanismes de protection de sécurité-là de façon individuelle? Alors, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, pour pas voler un peu le punch, là, justement, c'est que votre client pourrait dire, ouais, mais regarde, moi, là, je veux pas, là, j'utilise Business Standard, puis je veux pas passer tout de suite au prix là, d'une Business Premium. Alors, moi, là, j'aimerais mieux ajouter de façon individuelle des composantes de sécurité parce que, justement, là, je trouve que Business Premium, c'est trop dispendieux. Ben, on va aller voir dans les faits, là, ça devrait être quoi notre réflexe, là? C'est sûr que lorsqu'on parle de façon globale, quand on regarde tout ce qui est offert à l'intérieur de Business Premium, comparativement à des solutions tierces, on parlerait d'un coût de 81 dollars. Là, par contre, dans mon exemple, mon cas de figure, tout à l'heure, je parlais justement de mes accès conditionnels. Alors, à partir de ce moment-là, je contrôle à partir de quel usager, quel endroit, quel appareil, quelle application je veux lui donner accès. Alors, je suis vraiment capable de façon granulaire de venir personnaliser cet accès-là à mes ressources. Alors, le coût de la licence individuelle, on le voit ici. Lorsque je rajoute mon anti-spam Zero Day, mon Defender for Office 365 P1, alors je rajoute ce montant-là à ce montant-là. Et dans mon cas de figure, dans mon scénario où on voulait justement augmenter euh, le prix de l'antivirus comme tel, ben, on est rendu à ajouter 14,90 à notre licence Business Standard. Alors, devinez qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là? C'est que là, on est rendu à un prix plus élevé qu'une Business Premium. On va le voir dans d'autres slides, là. Alors, il faut vraiment, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il faut vraiment penser que oui, c'est possible d'ajouter ces composantes-là. Pourquoi on voudrait les ajouter de façon individuelle sans nécessairement tout de suite passer à Business Premium? Bien, pensez à un cas où votre client est déjà engagé, mettons, avec une autre solution antivirus dans un contrat par un autre fournisseur tierce. Alors oui, à partir de ce moment-là, je pourrais dire que oui, c'est une justification dans un sens pour pas nécessairement passer de business standard à business premium tout de suite. Parce que, regarde, je paye déjà pour cet antivirus-là d'une autre partie tierce, puis je suis déjà engagé dans un contrat encore pour X nombre de mois. Ou ça pourrait être la même réalité aussi au niveau de ma solution anti-spam. Alors, j'ai déjà un autre contrat pour ma solution antivirus, puis j'ai déjà un autre contrat pour, mettons, ma solution anti-spam pour le courriel entrant. Alors oui, à partir de ce moment-là, ça serait une très bonne justification justement pour ne pas vouloir passer à Business Premium. Parce que oui, dans ce cas-là, je vous l'avoue, ça coûterait moins cher seulement acheter Entra ID P1 et d'ajouter ça à ma Business Standard. Oui, ça coûterait moins cher qu'une Business Premium. Mais par contre, je n'aurais toujours pas ma protection au niveau d'Intune et je n'aurais pas les fonctionnalités de Purview non plus. Alors, oui, c'est vrai, ça coûte moins cher, mais on parle d'une différence très minime. Là, à partir de ce moment-là, on parle de 4 dollars et quelques sous. Là. Mais encore là,
il nous manque beaucoup d'autres protections aussi qu'on serait en mesure de mettre en place parce que pourquoi qu'on veut songer à Business Premium, c'est que justement, on a vraiment le côté productivité, on a nos applications de clavardage, on a notre courriel et on aurait notre gestion d'appareils avec Intune, on aurait notre anti-phishing avec Defender, ForFS 365, on aurait notre protection de données, on aurait les mécanismes de preview rendus disponibles et on aurait un meilleur antivirus justement qui nous protégerait encore mieux contre les rançongiciels ou les ransomware. Alors, c'est pour ça qu'on parle toujours de Business Premium comme étant vraiment la solution la plus avantageuse au niveau des produits qui y sont offerts, mais aussi au niveau du prix, hein, parce que, regarde, oui, Business Standard nous a nos applications de productivité en version web et mobile, version bureau aussi plutôt, je devrais dire, mais à Business Premium, on a exactement ce qu'on a dans Business Premium, mais on a aussi de base là, ces 5 composantes de sécurité-là. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, quand on regarde de façon individuelle les produits là, qu'on voulait appliquer, on se souvient que ces trois-là ensemble, c'est 14,90. Mais à ce montant-là, si je viens ajouter Intune, alors on parle de 25,80. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu ne parles pas de Information Protection? Pourquoi tu ne me parles pas là, de quelle façon je pourrais ajouter de façon individuelle les mécanismes de protection qui viennent avec Purview? Malheureusement, depuis janvier 2024, Information Protection existait dans le passé, était connu plutôt sur Azure Information Protection en plan 1, était disponible en licence à la pièce à ce moment-là. Avant ça, plutôt, je devrais dire, mais à partir du mois de janvier 2024, n'est plus disponible en licence individuelle. Alors, à partir de ce moment-là, si on veut envoyer des courriels chiffrés, si on veut établir des stratégies contre la perte de données pour nos informations personnelles, nos informations financières, ou si on veut créer des stratégies contre la perte de données pour des informations internes sensibles ou confidentielles qu'on contrôle à travers nos étiquettes de confidentialité, excusez, ou si on voudrait établir aussi des stratégies de rétention de données, où on voudrait ne pas permettre aux gens d'effacer des documents avant 3, 5 ou 7 ans. Ce sont tous des mécanismes qui utilisent Information Protection. Ce sont des mécanismes de protection qui existent à l'intérieur de Purview. Mais malheureusement, maintenant, la seule façon de l'avoir, c'est de l'acheter à l'intérieur d'une licence de productivité, à l'intérieur Information Protection est inclus. Et maintenant, la façon la moins chère de s'en prévaloir, ben, c'est Business Premium. Mais honnêtement, c'est quasiment un bienfait dans le sens parce que avec Business Premium, pour le prix, on en a tellement pour notre argent que justement, on a tous ces mécanismes-là de Purview qui nous sont rendus disponibles. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que encore là, ces trois mécanismes de base-là, avec notre, on va dire, notre scénario plus avancé, ça représente ce montant-là qu'on ajoute à notre business standard et on se retrouve à ce prix-là. Et à ce prix-là, on n'a toujours pas Information Protection. Là. On n'a toujours pas de chiffrement, là. On n'a toujours pas de mécanisme de purview. Puis encore là, justement, parce que c'est impossible de l'ajouter à la pièce. Alors, c'est vraiment pour ça que Business Premium est vraiment le SKU ou la licence la plus avantageuse. C'est pour ça qu'on le dit souvent, souvent, et je le dis souvent aussi dans mes formations que oui, c'est possible d'ajouter des licences de sécurité, des licences de protection de façon individuelle, mais il faut vraiment, vraiment regarder le côté des coûts. Parce que c'est très, très facile de faire grimper la facture quand on commence à ajouter des protections individuelles à une licence de productivité. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à Business Premium. Alors, merci d'avoir été avec moi. Alors, c'est justement, le but était de démontrer que oui, ces mécanismes-là de sécurité existent de façon individuelle et
Ce que j'ai pas mentionné à date, c'est que ces licences-là individuelles que oui, vous pouvez acheter, là, c'est les mêmes mécanismes de protection qu'on retrouve lorsqu'on achète, lorsqu'on provisionne Business Premium. Ça, c'est une autre question qui me revient souvent de la part des partenaires. Est-ce que ces licences de sécurité-là, si j'achète Entra ID P1 aujourd'hui et que dans 6 mois, 8 mois, je passe mon client à Business Premium, est-ce qu'il va avoir la même protection? Est-ce que Entra ID P1 qui vient avec Business Premium, c'est-tu la même Entra ID P1 qui existe quand je l'achète de façon individuelle? La réponse, c'est oui. Ce sont exactement les mêmes mécanismes de sécurité qu'on retrouve à l'intérieur de ces licences-là, qu'on les achète de façon individuelle ou qu'on les achète quand ils viennent déjà inclus à l'intérieur de Business Premium. Alors, pour vous alerter à notre prochaine formation à venir, qui est demain sur IT Cloud Academy, alors ça va être renforcer la sécurité, intégrer des services de sécurité additionnels à une infrastructure existante. Ça va avoir un penchant très similaire au webinaire d'aujourd'hui, mais on va aller encore plus loin avec des solutions de sécurité encore plus avancées, justement, pour venir démontrer de quelle façon on est vraiment capable d'augmenter encore ou d'aller plus loin encore avec les solutions de sécurité individuelles qui existent à l'intérieur de Microsoft. On a aussi mois prochain, au mois d'août, à AvePoint Elements, un produit de AvePoint, justement, qui nous permet, vient nous aider à faire la gestion de plusieurs clients, de plusieurs plateformes cloud ou de plusieurs locataires ou tenants 365. Alors, avec AvePoint Elements, vous, les MSP, vous bénéficiez d'une plateforme unifiée pour rationaliser les opérations, automatiser la livraison de services et évoluer sans frais généraux supplémentaires, venir réduire les risques liés à la gouvernance et la conformité de l'intégrité des environnements des clients. Alors, ça vous permet justement de débloquer de nouveaux revenus parce que c'est des nouveaux services, ça devient beaucoup plus facile pour vous de gérer multiples environnements de vos clients. Alors, l'idée derrière ça, c'est que maximiser les marges, minimiser les risques et accélérer la croissance. Alors, maximiser les marges dans le sens que ça devient facile et rapide et c'est un service que vous pouvez revendre à vos clients et minimiser les risques parce qu'à partir de ce moment-là, on n'est pas obligé de répéter tous les mêmes étapes manuelles à l'intérieur de chacun des environnements des clients. C'est qu'on est capable d'établir des règles de base. Et à partir de ce moment-là, cette règle de base-là est enregistrée dans Elements et je prends cette règle-là et je viens la pousser. Je suis même capable de contrôler à travers des cédules à quel moment je veux pousser mes réglages de sécurité, mes réglages de gestion des identités, mes réglages de gestion d'appareils au niveau des environnements de mes clients. Alors, je suis capable d'établir mon baseline, ma protection de base, et je suis capable de venir la pousser sur plusieurs clients en même temps sans être obligé. L'idée derrière ça, c'est de ne pas répéter ces gestes manuellement, ces gestes manuels à l'intérieur de chacun des environnements de chacun de mes clients à répétition. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ne le savaient pas, on a été un service de coéquipier qui est votre allié technique, c'est que pour des solutions de sécurité que vous avez vues aujourd'hui, quand vous songez à implémenter, que ce soit de façon individuelle, vous achetez entre IDP1 ou vous provisionnez Business Premium et vous l'associez à vos usagers, vous devriez savoir, ce serait quoi la meilleure façon, la meilleure approche au niveau des accès conditionnels. Quand on provisionne Defender for Office 365 de façon individuelle ou quand on provisionne Business Premium, quelle est la meilleure façon d'appliquer tous les réglages disponibles qu'on retrouve à l'intérieur de Microsoft 360, de Defender for Office 365 P1, cette solution-là anti-spam Zero Day. Alors, encore là, IT Cloud, plutôt, excusez-moi, est là pour vous aider avec Coéquipier, qui est votre allié technique. On est capable de venir justement vous aider, vous rendre plus familier, faire un transfert de connaissances avec ces solutions-là de sécurité
Et aussi, à la limite, si c'est pour Defender for Business, que vous achetez de façon individuelle ou qui est provisionné à travers Business Premium, on va venir vous aider justement à regarder les règles de pare-feu qui sont activées par défaut, les règles d'antivirus, de quelle façon je peux venir activer les règles de réduction de surface d'attaque. Alors, ce sont tous des choses avec lesquelles on est en mesure de venir vous aider. Alors ici, on voit certains services de base, certaines offres de services qui existent déjà à l'intérieur du catalogue coéquipier, là. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers non plus, comment monter une machine Azure Virtual Desktop à l'intérieur de Azure, vous voudriez savoir, vous voudriez apprendre comment le faire, les étapes, suivre une certaine procédure, bien, encore là, on est en mesure de vous assister, de faire la première, la deuxième, la troisième avec vous, mais encore là, l'idée, c'est que vous devenez autonome dans ce déploiement-là de solutions, que vous devenez plus confortable, que vous compreniez comment les solutions fonctionnent et de quelle façon vous êtes en mesure de venir les appliquer à vos clients. Pour ceux qui ne le savaient pas aussi, EtherCloud a une communauté des champions copilotes. Alors, c'est quoi la communauté des champions copilotes? C'est un environnement où un vendredi par mois, on a des séances live qu'on appelle les vendredis copilotes. Et vous êtes en mesure de venir échanger en temps réel entre vous, vos expériences, vos succès avec Copilote. Et à l'intérieur de cette communauté-là aussi, vous avez accès à de la documentation, des informations qui ont déjà été partagées à travers d'autres sessions. Et aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, EtherCloud a une chaîne YouTube. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, ainsi que d'autres webinaires qu'on a déjà fait dans le passé, vous sont rendus disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, si vous allez visionner certaines vidéos sur YouTube, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous en faire part, là, si vous, un pouce en haut ou un pouce en bas, si vous approuvez ou non du contenu qui sont à l'intérieur de ces webinaires-là. Et aussi, n'hésitez pas à le partager. Et aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, l'équipe des spécialistes chez EtherCloud aussi, on a un lien de bookings. Alors, vous pouviez en tout moment venir réserver une séance. Dans mon cas, choisissez le service de sécurité Microsoft 365 et on pourra regarder ensemble vos interrogations, vos questions. Qu'est-ce que vous avez comme questionnement au niveau de la sécurité? Quelles seraient les meilleures approches? Vous pensiez à appliquer ou intégrer telle solution? Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Ou vous devriez approcher, mettons, la problématique sur quelle angle. Alors, n'hésitez pas, à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de venir céduler, que ce soit un rendez-vous avec moi ou avec mes collègues, parce qu'on a des services aussi au niveau du partenariat. Microsoft, on a un service aussi au niveau de Copilote et on a un service aussi au niveau de Azure. Alors, on vous offre de multiples possibilités de venir vous asseoir avec nous, l'équipe des spécialistes chez EtherCloud. Et comme on vous demande à chaque webinaire, on vous demanderait, s'il vous plaît, d'évaluer la session d'aujourd'hui. Aidez-nous à comprendre si la session vous a été utile. Ça vous permet aussi de venir échanger à travers ce sondage-là des commentaires que vous n'auriez peut-être pas été en mesure ou peut-être n'auriez pas encore eu le temps de penser ou de réfléchir pendant la session, à tête libre, après la session. À un certain moment donné, il y a peut-être une idée qui vous est venue en tête ou un certain questionnement, interrogation ou questionnement même à la limite. Alors, n'hésitez pas à utiliser le formulaire pour venir nous en faire part et surtout, aidez-nous à comprendre comment nous pouvons améliorer nos webinaires à l'avenir. Alors oui, comme à l'habitude, je regarde dans le chat, je vois une question. Ouais, on a quelqu'un qui me pose une question. Y a-t-il une solution sans condition avancée IP appareil pour bloquer des accès non autorisés par une attaque man in the middle? C'est sûr que là, dépendamment du type de l'attaque de man in the middle, mais c'est sûr qu'à la limite, on pourrait utiliser Intune aussi pour contrôler les réseaux sans fil ou les différents réseaux sans fil qu'on rend seulement disponibles sur les appareils de nos usagers. Fait
Oui, ça serait peut-être une autre façon là, de contrôler cette approche-là de man in the middle. C'est sûr que là, dans ce cas-là, on parle d'un réseau sans fil, là, mais je ne sais pas si ça répond nécessairement à la question de l'individu, mais comme je mentionnais tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Là, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, alors n'hésitez pas si vous pensez à autre chose par la suite. Vous pouvez nous communiquer justement ces questions-là à travers du formulaire d'interrogation, d'évaluation plutôt du webinaire. Mais n'oubliez pas qu'en tout moment, vous êtes en mesure aussi de nous appeler chez Tecloud. Faites option 6 pour les ventes, le groupe des partenaires et on est là pour vous aider. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup aujourd'hui d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Merci beaucoup. À la prochaine.